Voilà, merci de me donner la possibilité de parler au nom de la Belgique. Alors, je ne sais pas s'il y a des Belges ici ou si je peux vraiment dire n'importe quoi. Voilà, je peux y aller, je crois. Je peux dire vraiment n'importe quoi. Alors, d'où je parle, je vais reprendre quelques éléments cités par Yann Bourgueil. Donc, en Belgique, on est sur un système qui se base sur le libre choix de la configuration professionnelle, sur une pratique médicale qui est indépendante, sur le libre choix du patient, notamment du médecin généraliste. Et il n'y a pas d'échelonnement entre les soins primaires et l'hôpital, ce qui fait que les patients peuvent automatiquement aller directement à l'hôpital s'ils le souhaitent. Par contre, les accès aux autres professions sont conditionnés à la prescription médicale, notamment les accès pour les infirmiers et les kinés. Alors à partir de là, on pourrait imaginer qu'il y a trois images mentales qui vous parviennent. Je vous en propose trois. Une positive qui est, celle de la liberté. Une autre un peu moins positive qui est celle de la confusion. Où vais-je? Où puis-je aller? Comme tout m'est permis. Et le troisième, c'est la chambre d'ado. C'est plutôt le capharnaüm, le chaos qu'on pourrait imaginer aussi présent dans notre système. Alors ma pratique, moi je travaille aussi dans une pratique particulière, un peu comme mon collègue précédent, mais je vais la mettre en perspective des autres. Donc je travaille dans une pratique pluridisciplinaire, donc je suis médecin, mais je travaille avec des kinés, des infirmiers, assistants sociaux, accueillants, pour avoir une équipe plus ou moins de 20 soignants. Et nous avons un financement à la capitation pondérée, ça veut dire que nous recevons une somme par tête de pipe, pondérée par l'état de santé, donc qui est plus élevé pour des gens qui ont notamment le diabète, qui inclut plusieurs éléments. D'une part, le patient a un libre accès à tous les professionnels compris dans l'équipe, quel que soit le nombre de contacts, mais il doit rester au sein de cette équipe, et à nous, les soignants de cette équipe, à assurer tous les soins, compris dans les soins primaires et dans ce financement à la capitation. Nous avons une population de responsabilité de 3000 personnes, et nous partageons des moyens comme les dossiers, des locaux, des réunions de concertation. Nous sommes finalement un organisme privé à finalité publique, donc c'est une association sans but lucratif, loi 1901, je pense, si on traduit en France, en modèle autogestionnaire avec une faible tension barémique entre les différents professionnels inclus dans l'équipe. Mais cette pratique représente globalement 8% de la pratique de médecine générale belge. Globalement, la pratique prédominante, c'est une pratique monodisciplinaire qui est en croissance, avec une pratique soliste qui diminue assez fortement, une prestation à l'acte, avec d'autres modes de financement, comme vous voyez, capitation, prestation, le troisième étant un modèle mixte. Donc, dans la suite de la présentation, je vais devoir aussi un peu faire le grand écart entre ces deux modèles de pratique. Ça va faire aussi apparaître certaines différences et des similitudes. Au moment du diagnostic, Patrick, potentiellement, il se voit proposer par le médecin généraliste le démarrage d'un trajet de démarrage. Donc, c'est un protocole d'accès, d'un accès financier favorisé pour certains professionnels, avec un nombre limité de consultations à l'année, et des professionnels qui sont reconnus pour leur intérêt, notamment dans la prise en charge du diabète. Donc il a droit à aller faire un examen préventif complètement remboursé chez le dentiste, 2 consultations chez les diététiciens, des séances d'éducation annuelles, donc on est à 4 séances d'éducation. Il faut savoir que cela reste dans le modèle hiérarchique tel que Yann Bourgueil l'a dit, soumis à une prescription médicale. Et a priori, ces professionnels travaillent sur une modalité de référence contre référence, très peu de dossiers partagés entre ces professionnels-là. Si la situation évolue, donc on arrive à ce que Patrick éventuellement prenne 1 à 2 injections d'insuline ou un traitement maximal par antidiabétiques oraux, alors Patrick peut se voir proposer un trajet de soins, donc la signature d'un contrat qu'il signe entre lui, le médecin spécialiste en diabétologie, et le médecin généraliste. Qui dit contrat dit possibilité, mais dit obligation. L'obligation de Patrick, c'est d'aller voir son médecin généraliste, minimum 4 fois par an, d'aller voir le médecin spécialiste 1 fois tous les 18 mois, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est là. L'obligation de la part des soignants, c'est de travailler en réseau et de communiquer, de se concerter autour du cas de Patrick. Ce que cela donne comme avantage pour Patrick, c'est que l'accès financier à ces 2 types de médecins est complètement remboursé. Et il a par ailleurs aussi la possibilité d'avoir du matériel d'autocontrôle, un peu plus de séances d'éducation. Et donc, on a un accès financier à plus de services d'une certaine manière. On pourrait aussi ajouter le remboursement complet de certains médicaments, notamment comme les glyphosines. Ce contrat implique pour le médecin généraliste et le médecin spécialiste, c'est d'avoir un financement hors contact, un financement forfaitaire annuel qui permet notamment de valoriser les temps de concertation et de coordination hors contact patient.
A priori, ces professionnels travaillent ça aussi sans dossier partagé, avec des connexions via réseau informatique sécurisé pour permettre le transfert d'informations de nouveau plutôt sur un système référence contre référence. Alors il y a une structure qui existe, qui permet de venir en soutien à Patrick, pas nécessairement à Patrick, quelque part aussi, mais surtout à moi, médecin généraliste, si je travaille ici dans ce modèle-là, pour justement essayer de structurer ce réseau et tous ces différents intervenants. C'est une structure qui est coordonnée par des non-médecins et dont l'objectif est de réaliser un support administratif, mais aussi de la coordination de réseau, de mettre en place tous les différents intervenants autour de Patrick à partir de ces pratiques qui, je le rappelle, sont monodisciplinaires, séparées, cloisonnées. Il y a aussi des activités individuelles directement que Patrick peut bénéficier, comme des activités de dépistage, par exemple, la réalisation de téléphons d'œil qui sont envoyés à l'hôpital et qui permettent alors le dépistage de la rétinopathie diabétique. Il y a aussi des activités de prévention et de promotion à la santé organisées par ces structures qui s'organisent soit au niveau individuel, à un niveau collectif. Il y a des spécificités qui sont liées à cette pratique pluridisciplinaire intégrée à la capitation dans laquelle je travaille. C'est que d'une part, comme je vous l'ai dit, comme on est sur un partage de moyens, qui est un partage de moyens financiers, on peut réaliser des protocoles internes et on peut moduler les processus d'accès aux différents professionnels. Tout n'est pas nécessairement... On peut travailler sur des prescriptions, on travaille toujours sur prescription, mais on peut réaliser des protocoles internes qui permettent à l'infirmier de se trouver en accès direct. Et c'est ce qui peut se passer si Patrick vient à la maison médicale, par exemple, où le premier contact pourrait être assuré par l'infirmière, qui va constituer ce dossier médical informatisé. Ici, on a une chance par rapport à nos amis suisses, c'est que les logiciels médicaux de médecins généralistes sont assez interopérables, donc on ne doit pas imprimer pour transmettre. On peut se transmettre des dossiers, et donc finalement, on a tout l'historique du traitement de Patrick. Et on peut donc aussi récupérer tous les rapports de spécialistes. L'infirmière, dans ce premier contact, peut réaliser, selon des protocoles internes, sur l'évaluation de l'autonomie, le suivi du diabète, la mise au point de la vaccination, éventuellement de certains dépistages, mais s'intéresser aussi à certaines maladies chroniques, toutes des activités intellectuelles qui, par ailleurs, dans le système belge, sont très peu rémunérées à l'acte. L'infirmier qui travaille à l'acte est très peu rémunéré pour ces activités-là. Par la suite, ceci est une capture d'écran du dossier médical commun à tous les professionnels de la pratique, ce qui fait qu'on a accès à toutes les informations de la même façon. Et donc, on peut s'organiser selon le principe de la subsidiarité, la meilleure personne pour réaliser la meilleure tâche qui est la mieux formée, finalement. Et globalement, on attribue à l'infirmière la possibilité de faire des suivis biologiques selon protocole, d'organiser et de programmer les examens complémentaires, j'ai bien dit les programmer, pas les interpréter, et puis réaliser tous les éléments de prévention et d'éducation, là où le médecin va être centré potentiellement sur des phases plus de déstabilisation, de complications ou d'évolution péjorative. De nouveau, la communication, elle est facilitée par le dossier commun et les temps de concertation et de coordination reconnus par ce modèle de financement à la capitation. Il n'y a pas de limitation de temps a priori. On a des fréquences de contact qui répondent en fait aux besoins de la situation. Et par ailleurs, la structure telle que présentée permet aussi l'organisation d'activités de prévention ou de promotion à la santé au niveau collectif. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout de mettre la mise en avant de l'autonomie professionnelle d'autres professionnels des soins primaires, notamment ici infirmiers, qui est mise en avant et qui profite finalement à la prise en charge concertée. Alors, deux réflexions sur les forces que l'on observe. Dans le modèle classique, qui, comme je le rappelle, celui prédominant est celui d'une pratique monodisciplinaire financée à la prestation, c'est qu'on observe qu'il y a une structuration progressive de l'offre des soins pour les patients diabétiques. On essaye de passer à des pratiques qui sont cloisonnées, à une mise en réseau. Et on a un shift de la deuxième vers la première ligne. Avant, tous ces patients diabétiques, 1 à 2 insulines, étaient pris en charge au niveau de la deuxième ligne. Ils le sont de plus en plus au niveau première ligne. Et on observe aussi une tendance à vouloir améliorer l'accessibilité financière. Par rapport à un système où il y a un libre choix du médecin par le patient, on observe ici une responsabilité renforcée du médecin généraliste et des incitants financiers à la pratique intégrée. Les éléments de succès qu'on va retrouver dans la pratique de groupe interdisciplinaire à la capitation, c'est notamment le fait d'avoir une responsabilité populationnelle assumée qui permet une proactivité. On peut contacter proactivement les patients diabétiques et c'est un élément assez utile dans les maladies chroniques. Je ne reviendrai pas sur les outils de collaboration, mais le fait de s'inscrire dans une collaboration sur la durée permet notamment la connaissance interpersonnelle et interprofessionnelle.
On est ici sur un modèle de financement qui ne met pas les professions en compétition, mais beaucoup plus en coordination et en délégation. On en arrive in fine à un champ d'activité en soins primaires qui est élargi, dont des études récentes ont bien démontré que des pratiques intégrées, médecins généralistes, infirmiers, ont un meilleur impact sur la qualité du suivi des patients diabétiques. Autocritique belge. Donc les faiblesses restent que ce sont des approches programmatiques centrées sur des maladies qui en aboutissent finalement à la fragmentation du patient qui, lui, en a d'autres maladies. On reste sur un niveau d'intégration qui va dépendre de chaque professionnel. Chaque pratique va s'organiser différemment, peut s'organiser comme elle le souhaite. Donc on est un système avec une hétérogénéité assez importante des modes de pratique de médecine générale, ce qui rend le système assez complexe. In fine, le niveau d'intégration reste néanmoins faible, avec une faible autonomie des autres professions de soins primaires, un manque de clarification des rôles et un financement à l'acte qui les pousse à la concurrence plus qu'à la collaboration. Globalement, on pourrait dire que le niveau d'intégration que nous avons atteint est adapté à des situations de faible complexité, mais pas nécessairement pour des situations de complexité plus élevée. Et je termine alors, on va passer plus vite ceci, si ce n'est que c'était rapidement des indicateurs de suivi de diabète qui ne sont pas très bons et qui sont bien connus et reconnus en Belgique, Centre fédéral d'expertise. 4 questions que j'aurais envie de soumettre par rapport à l'enseignement que j'aurais envie d'en tirer, c'est se dire, il est utile en tout cas en Belgique, et peut-être pour vous, je ne sais pas, de travailler notre identité professionnelle. Qui suis-je en tant que médecin généraliste dans les soins primaires? Qui suis-je en tant qu'infirmier pratiquant en soins primaires? Qui suis-je en tant que chaque professionnel? Mais qui sommes-nous en tant que groupe? Qui sommes-nous en tant que soins primaires finalement? Et quels sont les obstacles à avoir des pratiques de soins primaires plus structurées dont on sait par ailleurs qu'elles ont des meilleurs résultats? Et peut-être intéressant aussi de quitter l'approche par maladie et s'orienter vers une approche de soins centrée sur les objectifs de la vie de la personne, qui globalement c'est une manière intéressante d'approcher la multimorbidité qui est un élément dont on connaît bien les déterminants et qui par ailleurs peut être une manière d'intégrer les différents acteurs dans un objectif commun qui est celui au plus proche de ceux de la personne. Merci beaucoup.